Cubic.com présente, en partenariat avec mo5.com, Antiquitech, l'émission qui ravive la mémoire en Technicolor. Bonjour, en 1985, un constructeur anglais nommé Amstrad lance son nouvel ordinateur familial, le CPC 6128. Fini le lecteur cassette du CPC 464 et ses temps de chargement interminables, place au lecteur disquette beaucoup plus rapide. L'image des jeux est en couleur, l'écran est directement fourni en standard, et bien sûr aujourd'hui je ne serais pas en train de vous parler du 6128 s'il n'avait pas été vendu à un prix défiant toute concurrence. En Europe, le succès est immédiat. Qu'est-ce que le 6128 était capable de faire? Quelles étaient ses forces et ses faiblesses? C'est ce que nous verrons aujourd'hui en détail avec Douglas Alves, spécialiste du jeu vidéo. Alors Douglas, bonjour. Bonjour. Déjà, on va peut-être commencer par regarder à quoi ça ressemble, cet ordinateur. Oui. Donc voilà, ça ressemble à un clavier. Voilà, comme tous les ordinateurs familiaux de l'époque, pour des raisons de coût, on mettait tout ça sous un bloc. Donc sous le clavier, il y avait toutes les puces, la carte mère. Et alors par contre, l'écran était fourni en standard, donc l'écran c'est ça alors? L'écran c'est ça, voilà. Et tu as directement les câbles du coup qui sortent de l'écran et tu branches ton unité centrale. Pour limiter le nombre justement de câbles à brancher. C'était très simple, on branchait l'unité centrale sur l'écran. Voilà, et donc il récupérait le courant sur l'écran. On branchait le câble vidéo de l'écran, voilà, et sur le 6128, il y avait deux câbles courants parce qu'il y avait deux voltages différents. Le clavier est d'assez bonne facture, hein. C'était assez agréable de taper dessus ou de programmer. D'accord. Voilà. Donc sur celui-là, tu as le lecteur disquette, donc on viendra rapidement sur les médias justement qui ne sont pas forcément des disquettes standards. Ensuite, alors à l'arrière, qu'est-ce que tu avais comme connectique particulière? Alors voilà, sur l'arrière, il y avait quand même certains trucs sympas. Bon, bien sûr, il y avait le lecteur de disquette, le second lecteur de disquette pour les copies, surtout. À l'époque, il y avait le port imprimante et un port d'extension, donc une sorte de port cartouche. Il y avait le volume, il y avait l'allumage, et il y avait sur ce côté-là, voilà, le port joystick. Le port pour une prise jack audio, hein. Voilà. Classique. Et là c'était celui, si tu voulais garder la compatibilité avec les modèles cassettes, donc du CPC, tu avais le port cassette, voilà, un magnétophone supplémentaire. D'accord. Alors ensuite il y a d'autres modèles là donc quand même qui sont sortis. Et puis qu'est-ce que tu avais comme accessoire concrètement pour cet ordinateur? Alors déjà, il faut noter que ce modèle-là, c'est le deuxième modèle à lecteur de disquette chez Amstrad. Parce qu'en Europe, ils avaient sorti le 664 qui avait 64K de mémoire, qui est le nombre maximum de mémoire qu'on peut avoir sur un processeur 8 bits. Et c'est pour ça que le 6128, il est assez caractéristique et unique. C'est qu'il a 128K de mémoire, alors que le processeur ne peut en gérer que 64K. Et en fait, c'est une banque. On switch de l'un à l'autre. Et les modèles 664 ont été très peu vendus. Donc on est passé très vite au 6128. Et au niveau des accessoires, alors une fois qu'on avait acheté le combo moniteur donc 6128, il y avait quelque chose qui était assez intéressant. C'était de pouvoir transformer donc le moniteur en télé. En télé. Alors comment tu faisais? Donc tu achetais ça? Voilà. On le mettait sous le moniteur, on faisait les branchements, donc à l'antenne. Vas-y voir par exemple, il fait son poids. Tout à fait. Alors c'est vrai que ce qui est pratique avec les cordons d'alimentation directement intégrés, c'est que finalement tu n'avais qu'un câble à brancher et lui il alimentait tout le reste, voilà, exactement. Ton moniteur. Donc avoir la télé, la radio sur son Amstrad. Directement grâce à ça. Donc là, tu changeais tes chaînes et tu avais la télé. Et donc ça, c'était commercialisé en France. Oui, tout à fait. Alors ensuite, au niveau des autres machines, est-ce qu'il a connu des déclinaisons, cet ordinateur? Oui, à part les trois modèles de base, le 464, le 664 et le 6128, il y a eu une deuxième génération qui était là un peu pour contrer les 16 bits. Mais en gardant la même technologie, puisque quand le ST et l'Amiga sont sortis, ça a quand même séduit une grande part du public, de par sa résolution, sa finesse. Et donc ils ont, au lieu de se lancer dans les 16 bits, ce qu'ils avaient fait avec les PC Amstrad, ils ont fait des Amstrad donc 8 bits, mais
avec un peu plus de puissance. C'est surtout, ça se différencie vraiment au niveau graphisme avec la première génération, c'est que là on a 32 couleurs à l'écran, donc 16 pour le décor, 16 pour les sprites. On a un scrolling hardware, on a 16 sprites hardware aussi. Et donc bon, c'est un peu plus beau. Par contre, la puissance générale reste la même. Voilà, donc c'est pas avec ça qu'ils allaient concurrencer de l'Amiga ou ni les consoles, ni l'Amiga, ni le ST. Ouais. Ok, on a fait un petit peu le tour là de la machine. Maintenant, on va passer aux démonstrations concrètes. On y va, c'est parti. Et regardez, je tiens dans ma main une disquette d'Amstrad CPC 6128, donc 3 pouces et non pas 3,5 pouces. Disquette d'un format un peu particulier par rapport à celle qu'on a l'habitude de voir. Enfin non, on n'a même plus vraiment l'habitude de les voir d'ailleurs maintenant. Et on avait l'habitude. Voilà, et maintenant on rentre dans le plaisir avec Grisor. Alors c'était c'était vraiment le summum quoi. Hein. Quand tu avais ça à la maison, c'était génial. Quoi. Ah, Grisor, c'est un des meilleurs jeux d'action arcade sur Amstrad. En fait, c'est l'adaptation de Contra de Konami, mais en version européenne, voilà, qui porte ce nom-là. On va reconnaître après sur Super NES et compagnie. Voilà, certainement pour des raisons de copyright en fait. On lance une petite partie là. Voilà. Donc on part à la guerre. Ça, c'était vraiment le summum de ce que tu pouvais avoir, on va dire en... Ah, c'était très très bon, oui, c'est un très très bon jeu sur Amstrad. Quelle année en gros ça l'a sorti pour toi? Oh là, je me souviens plus du tout, mais c'est certainement vers 86 sur Amstrad. 86, ouais, certainement. Okay. Et alors là, en fait, tu n'as pas de scrolling horizontal, quoi. Tu vas passer de tableau en tableau. Non, l'Amstrad a des gros problèmes pour le scrolling parce qu'il n'a pas de scrolling hardware, il faut tout faire en software. Et donc, ils ont choisi de mettre écran par écran. Donc voilà, des jeux en scrolling, tu vas en voir quasiment jamais. Ah, il y en a moins. Voilà, il y en a moins. Voilà. Ou alors quand il y en a, c'est quand même un peu, hein, des fois. Oui, ça peut être poussif, ou alors dans un timbre-poste. Voilà, des écrans vraiment petits. Alors, à part ce jeu d'action, à quoi tu penses d'emblématique aussi sur cette plateforme? Ah, je pense que tous les joueurs ont connu des Barbarian de Ballast Software. Allez, voilà, okay. qui est très très bon. On va regarder un peu ce que donne Barbarian. Alors le chargement est assez rapide, mais on va quand même vous épargner de cette petite durée et on y va directement tout de suite. Bah, tu vas nous montrer un petit peu tes talents d'escrime. Alors voilà le mouvement pour... Voilà, mais c'est très très dur à le faire quand... Il faut d'abord... Voilà, c'est celui-là. Il faut arriver au bon moment avec l'épée sur le cou de l'adversaire. Alors donc petit rappel, le mode de contrôle, c'était juste un joystick. C'est un joystick avec un seul bouton. Un seul bouton. Voilà, un seul bouton. Donc c'est vrai que les game designers, souvent, ils avaient besoin d'un deuxième bouton. Et c'était la barre d'espace. D'accord. Voilà. Donc pour Barbarian, bah oui, ça reste quand même assez sommaire, quoi. Finalement, graphiquement, bah, c'est normal. Ah oui, c'est l'époque qui veut ça, quoi. De toute façon, c'est du 60 par 200 au niveau résolution et voilà. Et donc en fait, le pour cadre, tu seras jamais en plein écran en fait dans ce jeu, comme on l'a vu tout à l'heure dans Grisor, c'était un peu dans une fenêtre. Ah oui, mais déjà le moniteur n'affiche pas sur tout l'écran. Ah oui, bon, déjà, okay. Parce que c'était le problème, c'est qu'à l'époque, les normes de construction de télé n'étaient pas fixes et le constructeur d'ordinateur ne savait jamais où son image allait être affichée. Donc il préférait se concentrer sur le, voilà, sur le. En même temps, tu n'avais pas forcément des grosses résols, donc ça tombait bien pour eux. On a tout vu avec Barbarian. On passe à un jeu de voiture cette fois. D'accord. C'est parti pour un des meilleurs jeux de course de l'Amstrad CPC 6128. Alors Douglas, là, t'es à fond sur l'autoroute là. Ah ouais, c'est. C'est passionnant. Et en plus, il y a les flics qui me coursent. Donc là, c'était leur concurrent Outrun, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, c'est le concurrent français à Outrun. Tout à fait. Et il faut éviter donc les barrages et les voitures de police. Voilà, on a fait un petit peu le tour pour ce qui est des jeux. On va regarder un petit peu la partie démontage et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de la machine, qu'est-ce qui permettait de produire finalement ces graphismes. Et maintenant, quels sont les composants qui donnent vie au jeu que nous avons vu dans la partie démo pratique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec cette machine qu'on a démontée pour l'occasion. Alors, quels sont les composants principaux de cette Amstrad 6128? Ce qu'on voit, c'est déjà la carte mère qui est reliée au lecteur de disquette 3 pouces, qui est d'un format Hitachi qui était en fin de vie, qui n'avait pas marché. C'est pour ça que Amstrad a choisi ce format. Qu'est-ce qui vraiment te produisait, par exemple, le graphisme? Ouais, sur la carte mère, on a deux composants. Le composant qui produit l'image finale, voilà, qui est un Motorola standard, qui n'est pas fait pour le jeu vidéo, qui était plutôt un composant très standard d'affichage, mais il est surtout aidé en fait par le Get Array.
Le GetOS, c'est le composant spécial, c'est vraiment la signature de l'Amstrad. C'est vraiment en fait là où on bossait Amstrad, pareil dans la même philosophie de réduction de coûts, ils ont essayé de créer un composant qui s'occupe d'énormément de choses en même temps. Donc il aide le composant Motorola pour l'affichage graphique, il gère la couleur, la gestion de l'écran, il gère la mémoire, il gère les interruptions entrée-sortie, donc tout ce qui est périphérique. Voilà, donc ils vont faire pas mal d'économies à l'époque grâce à ce composant, et c'est celui qui va donner la personnalité à l'Amstrad CPC. Et alors le cœur de la machine, du coup, le processeur principal. Le processeur principal, c'est un Z80, très standard, alors, du coup voilà, qui est là. Ok, on va le trouver ici. Processeur qu'on va retrouver dans d'autres machines, et qui est cadencé à combien alors? Alors qu'il y a 4 MHz, puis on a le processeur donc sonore qui est là, qui est très standard, hein, la Y38912. Donc on retrouvait par exemple sur la Vectrex, un équivalent sur l'Atari ST, sur des machines d'arcade. Voilà. Alors la RAM, elle est placée où? À la RAM, plein de petits composants qu'on voit là. Et là, tu avais combien de RAM du coup sur cette machine? On avait 128K. Alors il faut savoir que comme le Z80 ne pouvait accéder qu'à 64K en même temps, souvent le programme était donc dans les premières 64K, et on se servait en fait des deuxièmes 64K, donc la deuxième banque, un peu comme de la mémoire pour du data, comme si c'était un RAM disk virtuel. Voilà, on pouvait piocher à des moments précis les graphismes ou les sons. Ok, autre composant important selon toi? Il n'y a plus grand chose après. Hein. Après, c'est le contrôleur de lecteur de disquette, et c'est des composants très standards de gestion de la carte mère. Hein. Finalement, c'est très très simple hein, comme carte mère. Alors, on peut aussi signaler qu'à la base, ils avaient choisi un 6502, un processeur qui équipait l'Apple II ou la Famicom donc par la suite, et que pour le processeur principal. Ouais, pour le processeur principal. Et donc, en fait, finalement, ils ont pris le Z80 parce qu'ils ne voulaient pas acheter de basique Microsoft. Donc, et qu'ils ont dû donc s'adresser à... Conception de la machine. Et maintenant, il est temps de conclure. Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait que la machine, déjà, a connu un grand succès? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, elle n'était plus dans la course et que, finalement, Amstrad s'est fait complètement bouffer par les ordinateurs 16 bits, quoi? Alors, là, premièrement, le succès d'Amstrad, ça a été le fait d'avoir un combo donc, prêt à l'emploi. D'accord. Tu sortais de la grande surface dès le déballage, avec ça, voilà, et tu branchais. Tu avais un minimum de connectiques à brancher. Tu avais un prix qui il a baissé progressivement vers les 4000. Mais surtout, ce qui a séduit les parents, c'est que là, on ne prenait plus le téléviseur familial. Tu avais qu'un téléviseur en général dans la maison, c'était quand même assez rare d'avoir 2 ou 3 télés à la maison. Et surtout à l'époque, il y avait les rumeurs qui disaient que les machines donc, grillaient les téléviseurs. Donc, vu l'investissement d'un téléviseur à l'époque. Donc là, ton père préférait que tu grilles ton propre moniteur. Voilà. Et puis tu étais dans ta chambre, tranquille, parce qu'on pouvait avoir des logiciels pour apprendre, d'ailleurs à l'époque. Programmer quoi. Le ST 520 ST. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas vu Amstrad débarquer avec lui aussi son ordinateur 16 bits pour tenir la dragée haute à ces 2 nouveaux concurrents, quoi? Je pense que Amstrad avait des budgets R&D vraiment limite, et que comme il s'était lancé à côté même de coûts, il pensait que la micro familiale allait rester en 8 bits, et ça a été souvent le premier ordinateur de toute une génération, l'Amstrad CPC. Voilà Douglas, grâce à toi on sait beaucoup de choses sur cet Amstrad CPC 6128. On a vu concrètement ce qu'il était capable de faire, pourquoi il a moins bien marché à une autre époque, et on se donne rendez-vous une prochaine fois pour un autre ordinateur, console ou ordinateur qui a marqué son temps. Ciao!